cracher sur votre enfance. Bienvenue dans J'irai cracher sur votre enfance, le podcast qui malmène vos souvenirs et votre nostalgie. Je suis Burn the Witch. Et moi je suis Nico. Salut Burn the Witch, comment ça va Ça va très bien, très heureux de commencer ce podcast, ce nouveau podcast. Depuis nos dernières aventures radio webophoniques. Oui, couronné presque de succès. Couronné presque d'audience. Voilà. Donc pour les plus connaisseurs d'entre vous... plus hardis. Il s'agissait donc de je mets les pieds où je veux et je mets les pieds dans le confinement. C'est vrai. On a fait combien ? Je pense qu'on était à 25 émissions à peu près. Je crois que c'était 20. Mais 20 ? Mettons 25. Donc pour ce nouveau podcast, on va changer un petit peu la formule. Et ce qu'on va faire, comme je disais en préambule, c'est qu'on va malmener vos souvenirs et votre nostalgie. C'est-à-dire qu'on va pas céder à la vague de nostalgie qui a lieu en ce moment, notamment sur les années 80, avec des séries par exemple comme Stranger Things, qui est un petit peu le symbole de tout ça, où on glorifie tout ce qu'on a aimé en tant qu'enfant. Mais on va pas simplement s'attaquer qu'aux années 80, on s'attaquera peut-être à d'autres décennies, même sur des films qui font pas partie de notre propre enfance, mais de l'enfance de d'autres personnes. Et ce sera pas forcément d'ailleurs des films, ça sera tout ce qui caractérise l'enfance des uns et des autres, du passé, du futur et du présent. Voilà, comme ça... du futur, je crois pas en fait. Assez positive, ce qui voudra dire que si vous pensez que l'époque actuelle est pas terrible, vous vous rendrez compte que l'époque d'avant n'était pas bien mieux. Moi, je voudrais préciser deux choses. Déjà, c'est qu'on va pas juger les films. Ça sera parfois des très bons films dont on remettra pas en cause la qualité intrinsèque et cinématographique. Exactement. D'accord ? Je suis absolument d'accord avec ça. On va pas les juger au pilori. On va juste avoir ce regard extérieur et aujourd'hui de 2022 sur ce qui a été fait, mais sans les juger, quoi. Voilà, il s'agit en fait d'avoir un regard aussi objectif et aussi de combattre peut-être l'idée que dans le divertissement, on est juste là en fait pour s'évader. À travers le divertissement, on transmet aussi des idées, des idéologies. Des valeurs. Et voilà, on va essayer de les décrypter sur des produits qui sont a priori pop ou des fois qui ne le sont pas forcément. On verra au gré des émissions comment ça se déroule. Et la deuxième chose que je voulais dire, c'est que par rapport à je mets les pieds où je veux et où je mets les pieds dans le confinement, c'est que je m'engage à faire une émission toutes les semaines, à être régulier pendant 6 mois. D'accord. Et je peux vous dire, je suis témoin qu'il a un badge tel Pierre Gattaz et c'est 1 million d'emplois. Et j'espère qu'il respectera plus cet engagement que Pierre Gattaz l'a respecté à l'époque. Et son pins parlant 1 million qui envoyait de l'eau quand tu appuyais dessus. Je crois qu'après, ce badge a été changé en sans emploi, peut-être. Donc, on va commencer aujourd'hui notre première émission par un film qui est... adoré par bon nombre d'entre vous. Révéré par toute une génération dont on fait partie, et qui s'appelle Ghostbusters. On s'écoute un petit extrait. SOS Fantôme. C'est parti. Allô, SOS Fantôme. Ils sont palpables. Ah oui ? Implacables. Chez vous ? Indélogeables. Un client, youpi ! SOS Fantôme. Vous n'auriez pas vu un revenant ? 3 hommes capturent un fantôme impossible à tuer. Ils sont armés. Ils sont dangereux. Eh bien, imagine que toute forme de vie sur Terre meurt instantanément et que chaque molécule de ton pauvre corps explose à la vitesse de la lumière. Ah bon, et ça c'est mal. D'accord. Ah oui, c'est capital comme tuyau. Merci, Egon. Ce sont des professionnels. Sachez que je suis le PDG de la plus grande entreprise de lutte contre le paranormal dans la vie domestique. Mais vous l'avez vu ? Ils sont le dernier rempart entre vous et la fin du monde. Cette ville court vers un désastre aux proportions bibliques. Nous sommes à la veille de l'apocalypse. Attendons-nous à une pluie de pierre et de feu. Sacrifice humain, copulation entre chiens et chats, hystérie collective. Ta petite amie habite un joli duplex au beau milieu de la foire aux fantômes. Désirez-vous ce corps qui brûle ? C'est la question piège.
Donc voilà pour la bande-annonce de Ghostbusters en VF. On vous a fait ce petit plaisir-là parce que certainement vous avez découvert le film quand vous étiez enfant et que vous l'avez revu peut-être en boucle en VF. C'est toujours. D'ailleurs, je fais une mini parenthèse, mais parfois sur ces films comme ça qu'on a vu beaucoup en tant qu'enfant, c'est assez compliqué de voir la VO. Enfin, de l'écouter en VO une première fois, on a l'impression de trahir un peu son souvenir. Les voix des personnages, c'est toujours Ouais. un peu bizarre. Alors moi, ce qui est bizarre aussi dans ce podcast, c'est que la plupart des films, je m'aperçois que je les ai pas vus quand j'étais enfant. Notamment celui-là. Du coup, moi, je l'ai vu en VO, du coup. Est-ce que tu l'as vu en VO ou en VF, Ghostbusters? Alors là, dans le cadre de l'émission, je l'ai revu en VO. Ouais. Et je pense t'a que fait c'était à peu quoi près la deuxième fois que je le voyais en VO après l'avoir vu. Moi, pour le coup, plein de fois en VF quand j'étais petit. Qu'est-ce que ça m'a fait? Sur ce film-là, ça va maintenant, ça me dérange pas. C'est pas ce qui est dérangeant dans ce film-là. T'as trouvé que c'était dérangeant ce film, du coup? C'est pas forcément dérangeant, mais on va développer un peu tout ça. C'est un des films les plus pénibles que j'ai vu cette année. Alors déjà, il faut savoir que j'ai mis à peu près 4 fois, je l'ai vu en 4 fois. Soit parce que je m'endormais, soit parce que vraiment ça me saoulait, soit parce que j'avais faim. Et je peux attester que tu n'as pas de problème de narcolepsie. Non, c'est vrai. Ouais. Mais par contre, les films qui ont un rythme bizarre, c'est vrai que j'ai vraiment beaucoup de mal à tenir. Et celui-ci a un rythme complètement incompréhensible. Je ne sais pas si tu peux attester, si tu peux acquiescer, si tu peux me rabrouer. Alors, moi, je voudrais dire que ce film-là, en le revoyant, c'est le rythme est bizarre. C'est un film qui justifie l'existence de ce podcast, enfin un des films qui justifie ça, parce que c'est un film qui gagne à ne pas être vu finalement et à rester dans le souvenir qu'on en a si on l'a découvert en dans le petit. placard de l'enfance. Voilà, justement. exactement, et pas forcément se confronter à ça. C'est un film totalement en fait vide, qui est très étrange, avec une intro qui est pas si mal que ça. La première scène est sympa ouais, dans la la bibliothèque. scène de la bibliothèque rappelle un petit peu en fait les productions Amblin où on va avoir du divertissement, mais peu de un peu frayeur. d'horreur. Voilà, donc on est un peu entre deux. Des effets spéciaux pas mal. Ouais, ça c'est cette plutôt bien foutu. Presque tout le budget aurait été mis là-dedans. Et donc, mis à part cette scène-là, on va avoir après finalement la beauté de Sigourney Weaver, voilà. Qui est jamais, c'est jamais. Voilà. Mais ça, c'est un anodin. acquis. C'est un acquis pour le cinéma et pour la vie en général. Mais et après, en fait, on n'a quand même pas grand-chose. Donc, on n'a même pas cité les acteurs qui sont dedans, mais en gros, il y a Harold Ramis, Bill Murray et Dan Aykroyd. Et un noir dont je me rappelle plus le nom, mais qui a pas un grand rôle. Voilà, et qui est entre autres l'acteur qui joue le directeur de la prison dans la série Oz, qui est bien mieux d'ailleurs que Ghostbusters, mais ça n'a rien à voir. Je reviendrai après sur ce rôle-là que je trouve vraiment problématique. Mais je voudrais parler de ce milieu de film qui dure à peu près 50 minutes, qui est incroyablement mou, où il se passe rien, après un début tonitruant. Donc, oui, alors après cette scène-là, donc on a la création de ces chasseurs de fantômes, basés sur quasiment rien. Ils vont choisir un local, et à partir de là, il y a le syndrome Winnie the Montage qui était décrit dans Team America, où en gros, dans beaucoup de films des années 80 et même au-delà, quand on sait pas raconter une histoire, on utilise un montage avec une petite musique derrière, et ça permet de faire une ellipse immense, et puis en même temps de voir c'est peut-être le syndrome agence touriste. Voilà, quand il fabriquait des choses. Ou Rocky quand il s'entraîne. Voilà, c'est ça. On sait pas combien de temps dans il la neige et s'entraîne. tout ça, mais il y a un côté ASMR où on voit au fur et à mesure, ah là là, et ils font des efforts, ça se construit au fur. Enfin, et au final, il y a un résultat. Ouais, il y a un résultat. Parce qu'on est mais aux le États-Unis problème de quand ce film, Ghostbusters, c'est que le film. Alors, je dirais, quand même, pour être plus juste, il y a quand même la scène de la bibliothèque et il y a la scène avec le fantôme le plus mythique de SOS Fantôme, Bouffe-Tout. Comme ça, c'est le début encore. Voilà, ça c'est le début, mais c'est la première fois que c'est les le chasseurs premier de quart fantômes, du film. Voilà, il y a ça plus une histoire de frigo maléfique qui est au début aussi. Voilà, et tout est au début. Et après, c'est qu'un long montage. C'est pas un long dimanche de fiançailles, malheureusement. C'est un long divorce avec le public. Et en fait, c'est un Très film où long. on s'ennuie profondément en fait, puisqu'il se passe quasiment rien. Jusqu'à la fin. Ouais. Est-ce que la fin, la fin est bizarre aussi. Hein. Tu veux que je... Tout est bizarre, mais je parle- pense qu'on va un petit peu vite sur Sur pour décrypter le l'élaboration. film. Je vais revenir quand même sur
comment ce film a existé. Comment il a été Enfin, fabriqué? et pourquoi. Donc c'est Dan Aykroyd, membre du Saturday Night Live, qui a conçu le film au départ pour son acolyte du Saturday Night John Live, Belushi. John Belushi. Sauf que en 82, John Belushi meurt. Une Et petite overdose, je crois. Hein. voilà, beaucoup d'alcoolisme aussi, donc compliqué, dépression. voilà. Mais il était très drôle. Oui, enfin, et puis bon, voilà, c'était vraiment un duo inséparable, quoi. Et donc le rôle qui devait être Pour celui John de Belushi, finalement va être donné à Bill Murray, ce qui ajoute certainement une autre couleur au film. Parce que bon, même si c'est pareil, hein, c'est la famille du Saturday Night Live, c'est quand même pas le même genre d'humour. ils sont pas interchangeables non plus. Et donc on a Harold Ramis aussi qui est dans la conception du film. Harold Ramis notamment, il est connu en tant que réalisateur, donc c'est celui qui joue Egon, qui va réaliser après Un jour sans fin. Un jour sans fin. Voilà, c'est son film vraiment le plus mythique, encore avec Bill Murray. D'ailleurs, Egon qui est pas le pire rôle dans le film, mais Je voulais en parler après. C'était bien, dans La j'attends. République, les choses à sauver. Il y en a pas beaucoup. Et donc c'est un film qui à la base ça devait être des exterminateurs du futur qui pourchassent et qui pourchissent Pour chier sur le public. qui pourchier à travers l'espace et le temps les fantômes. Et finalement le budget a été revu complètement à la baisse. Donc Ouais. ils se sont dit bon tiens on va finalement tourner ça dans New York, dans des décors réels, pas de futur, rien. Et je pense que ça explique pas mal pourquoi il se passe rien dans le film. C'est que c'est un film qui a un tout petit budget en fait. Et Ouais. j'ai l'impression que tout est basé sur la scène du début, bouffe tout, et un peu la scène de la fin. Et le reste, c'est rien en fait. C'est que du montage. Et c'est quelque part une chaîne de merchandising qui se met en... Normalement, tu fais un film, le film a du succès, et à partir de là, tu as envie de vendre des objets dérivés. Bah là, c'est un peu comme Voilà. les maîtres de l'univers, hein, finalement. Voilà. Ils ont pensé aux objets, C'est ça. et ils ont fait un film autour de ça. Il nous faut quelque chose pour vendre ces jouets. De très beaux jouets, Voilà. d'ailleurs. Faites-nous un film et on a envie de vendre des t-shirts et aussi donc le morceau mythique de SOS Fantôme qui est peut-être le truc qui restera finalement, qui a fait danser dans les booms des années 80, des années 90, 2000, 2010, 2020. Voilà. Je sais pas s'il y a des booms encore en fait, c'est ça le problème. Écoute, moi, je vais danser dessus ce soir. Ouais. Voilà. Parce que effectivement, c'est un bon morceau. Apparemment, le compositeur, il avait vraiment juste le mot Ghostbuster pour faire son truc. Il a quand même trouvé voilà, toutes ces... Mais il faut savoir que les acteurs du film et les scénaristes n'avaient que ce mot-là aussi pour faire un film. Alors moi, il y a plein de choses que je trouve bizarres dans ce film. Alors peut-être que tu vas m'aider parce que toi, tu connais la conception. Je voudrais juste préciser quelque chose. J'ai vu un documentaire sur Netflix Oui. qui parle de la conception du film et c'est beaucoup plus intéressant que le film. Voilà, si vous cherchez un truc à regarder sur Ghostbusters, regardez plutôt ça. Vous perdrez D'accord. peut-être moins votre temps. Ouais, d'accord. Et pas la série animée, hein, parce que pour avoir retesté ça, c'est infect. C'est regardable. Ouais, c'est le pire de l'animation américaine des années 80. Et on en reparlera de Ouais. l'animation américaine. Certainement, des années peut-être un 80. numéro spécial là-dessus. Forcément. Moi, je comprends pas pourquoi ils fument autant. Ah, pourquoi ils fument autant? Dans le film, ils font que fumer. Mm. Mais je comprends pas. Il y a pas de. À un moment, je me suis dit, ça va être un implant. Et peut-être qu'il va balancer sa clope sur le méchant et le faire brûler. Mm. Et même pas. Et c'est vraiment un truc. Pendant tout le film, je me suis demandé pourquoi ils se grillaient des clopes comme ça à tout va. Est-ce que c'est un truc qui avait dans tous les films? Ça t'a pas Bah, choqué, toi? Je suis je- pas je- anti-fumeur en plus. Non, hein. mais je pense. Alors en 84, on n'est pas encore aux États-Unis dans la répression du tabac, alors qu'après, en fait, on va quasiment interdire ça à l'écran. Pas les armes à feu, mais par contre la clope, oui. Mais ouais, la clope Le sera sexe beaucoup aussi. moins présent et finalement la clope, elle va être représentée à l'écran juste par les chaînes du câble, genre HBO et tout ça. Donc c'est là où on retrouve d'ailleurs cet excès-là des personnages qui fument en permanence et tout ça. Mais dans les années 80, début des années 80, je pense qu'il y a encore le lobby du tabac en fait qui est là. Ouais, Et c'est- donc peut-être qu'ils encouragent ça. Je ne sais pas s'ils sont petit intervenus directement dans la fabrication du film, mais en tout cas ça gêne pas. un petit coca, Ouais. une petite cigarette. Ou alors simplement ils sont fans des films de Claude Sautet où ça filme dans chaque plan et ils se sont dit tiens on n'arrive pas à faire du cinéma ou en tout cas pas de la qualité de celui de Claude Sautet, donc on va au moins mettre des clopes. C'est Bah, écoute, mon autre théorie là-dessus. Merci d'avoir avancé ça. Je me suis demandé, ouais, du coup, à quoi servait donc ce personnage de noir qui,
alors qui a un côté assez évangéliste. Du coup, je me suis demandé, est-ce que par hasard, tu vois, est-ce qu'il y avait un truc au moment où il y a l'avènement des démons, est-ce que lui représente le côté christique? J'essaye de trouver des trucs sur le film, tu vois, j'ai essayé de l'intérêt quelque part. Je me suis dit, ah tiens, c'est marrant, il parle de l'Apocalypse et de la Bible au moment où il y a le truc. À côté, il y a un mec qui fume. Je comprends pas. Bernie va sûrement T'expliquer, avoir une théorie simplement. là-dessus. Je pense que dans les années 80, on arrive presque à l'avènement d'acteurs afro-américains importants, mais on n'en est pas vraiment encore là. Et je veux dire, il y a peut-être Eddie Murphy qui a fait ses premiers films, mais il n'est pas encore la star qui va devenir dans la deuxième moitié des années 80. Donc je pense qu'il y a juste un petit placement en disant, bon, on les a écartés quand même pendant des décennies, maintenant on va essayer de les mettre dans des petits rôles, mais le problème c'est qu'on les met dans un rôle où, là pour le coup, dans le premier Ghostbusters, il n'a absolument aucune action importante. Il Je ne crois qu'il sert a à été rien. beaucoup coupé. Hein. Je crois qu'à la base, son personnage devait C'est avoir... aussi un autre problème souvent qui arrive sur les minorités. On les met dans les films, on les fait tourner, puis on les coupe. Il y a plein de bonnes intentions, mais après, bon voilà, il y a les studios Mais qui voilà, arrivent après c'est ça. vraiment un rôle totalement accessoire. Il n'influe jamais en fait sur le cours de l'histoire. Ah non, il pourrait... C'est un petit peu comme cette anecdote que j'aime bien sur les films de super-héros, et notamment Avengers, où ils avaient mis plein de personnages... il y avait plein de personnages féminins, il y avait des noirs, il y avait des asiatiques, pour dire on est vraiment... on a fait un film vraiment qui englobe tout le monde. Et les inclusif. Et les suprémacistes américains étaient très en colère de ce film, avaient sorti une version, avaient remonté Avengers sans les noirs, sans les femmes et sans tout ça. Et en fait, le film tenait complètement la route et il n'y avait aucun changement dans l'histoire. C'est bien la preuve que ça sert à rien d'intégrer les Ça prouve que voilà, il y a du cynisme un peu partout. Disons, l'extrême droite a bien raison. Voilà. Et effectivement, dans les années 80, il y avait peut-être déjà ce truc-là, mais c'était un peu moins cynique. Juste, il les coupait déjà dans la version de base, quoi. Bill Murray, est-ce qu'on parle de Bill Murray? Alors on va parler, Parle-moi je pense de Bill Murray. on n'est pas d'accord sur Bill Murray dans ce film-là. Moi, il m'insupporte Clash. pas du tout. Ouais. On fera peut-être un générique Clash post-prod. Hashtag post-prod. Alors du coup, toi, comment t'as trouvé Bill Murray? Alors, Raconte-moi. Bill Murray, moi je trouve qu'en fait, moi son numéro, même si c'est toujours un peu le même, c'est un personnage qui, le rôle, l'homme qu'il est, qui représente est assez insupportable. En fait, c'est vraiment l'homme toxique qui est dans l'agression sexuelle finalement avec Sigourney Weaver. Dans le stalking. Ouais, complètement. Stalker, ça veut dire que tu, pour les non-anglophones ou les plus de 40 ans, stalker quelqu'un, dont je fais partie, stalker quelqu'un, c'est le suivre partout. À l'époque, c'était pas sur Internet, c'était directement dans ton appartement, quoi. Un forceur, quelque part. Un forceur, Un voilà. forceur. Et, mais je trouve que... moi, c'est quand même un des personnages qui m'amuse un petit peu dans un film où je m'amuse pas beaucoup, en fait. Où je m'amuse plus beaucoup, puisque petit, c'est un film qui m'a plu quand même. Mais peut-être que les exigences, quand on est petit, sont pas les mêmes. Oui, tu vois un monstre qui vomit, t'es content, quoi, Voilà. quand t'es petit. Globalement, quelques fantômes, et puis voilà, ça fait la rue Michel. C'est quoi la rue Michel? Ça fait l'affaire. Ah d'accord. Voilà. Ok. Et ouais, moi Bill Murray, du coup, moi ce qui me gêne, mais qui est intéressant à voir du coup en 2022 par rapport à quand on le voit dans les années 80. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est de voir la complaisance du regard sur un personnage comme Bill Murray, où globalement le personnage de Sigourney Weaver, qui est donc forcé par Bill Murray, est ultra permissive et en gros se dit oh là là, c'est vraiment un grand enfant à qui il faut pardonner ses bêtises, quoi. Et voilà, je trouve ça intéressant de voir un petit peu cette complaisance vis-à-vis des comportements toxiques. Mais du coup, ça m'a fait passer un moment un peu bizarre à chaque fois que Bill Murray essayait de forcer c'est une très femme. étrange parce qu'à un moment, Sigourney Weaver est possédée, on va dire, par le démon Zoul. par Zoul, Zoul le démon. Et C'est vrai. Hein. lui en profite complètement d'elle à ce moment-là. Voilà, ouais. Là, on est vraiment... c'est très étrange. Et je dirais que, de toute façon, le film est étrange parce qu'on est à cheval entre un divertissement pour enfants et vraiment des problématiques qui ne sont pas vraiment pour les enfants, ou un exemple en tout cas qui est assez...
le personnage de Bill Murray, de toute façon, il est présenté comme quelqu'un finalement de sympathique. On excuse tous ses Oui, c'est ça, comportements. Et c'est un peu le héros en plus. Finalement, c'est ça qui est gênant, parce que montrer quelqu'un qui a un comportement déviant, bah, ça veut rien dire. Ça veut pas dire qu'on va forcément dans son sens et tout ça, mais rien n'est contredit. Et là, il y a l'adhésion. Ouais. Tu vois, tout est mis en scène pour qu'on ait l'adhésion avec ce personnage. C'est le personnage cool, quoi. Voilà, dans les années 80, être cool, c'était agresser des femmes. Et ça l'est toujours. Et du coup, on a d'autres personnages. Et je trouve qu'il y a une scène où Sigourney Weaver, elle est avec un de ses amis musiciens. Oui. Et qui du coup se fait bolosser par Bill Murray. Et en gros, ça véhicule aussi l'idée que si t'es pas dans l'agression, en fait, t'es un faible. Parce que lui est assez pacifique, tu vois, il est juste malade, je crois qu'il a un rhume. Et du coup, Bill Murray est là, ouais. Après, là, je sais pas, parce que c'est quand même un musicien de classique, et vrai qu'ils sont il y a un faibles. réflexe humain qui donne envie de les bolosser. Surtout s'ils mettent des sandales. Voilà, c'est ça. Mais non, oui, effectivement, il y a ce truc-là, finalement, peut-être un film masculiniste à fond. En plus, ce qui est très étrange, parce que Bill Murray, après, dans les années 2000, une fois qu'il fait Lost in Translation, il va être récupéré par tout le cinéma indépendant et présenté plutôt comme un homme féministe. Voilà, au moins, ou quelqu'un plutôt de progressiste, ou je sais pas, mais en tout cas quelqu'un qui n'est pas forcément la caricature de l'homme qui domine ou fort, etc. Là, il n'est pas exactement là-dedans aussi dans Ghostbusters, mais il y a quand même un truc de si t'as la répartie et si tu peux humilier les gens, t'es le héros de l'histoire. Et tu auras ta nana à la fin, quoi. Donc c'est comme ça, on peut voir aussi le basculement qu'il y a eu entre les années 80 et début 2000. Chez Bill Murray en tout cas. Chez Bill Murray, mais chez d'autres acteurs aussi. Mais les héros ont un peu changé de comportement, au moins dans le cinéma indépendant. Alors du coup, ça me fait aussi penser à un autre personnage, donc le personnage du docteur Egon, joué par Harold Ramis, qui moi m'a donné tous ces rares moments où en fait j'aurais aimé voir un film qu'avec lui. Et j'aurais suivi ce film. Et à chaque fois qu'on partait sur des séquences, du coup avec Bill Murray, j'étais vraiment triste. J'étais là, mais non, moi je veux rester avec Bill Murray, pas avec Bill Murray. Je veux rester avec Bill Murray. Ah mon Dieu. Tu vois, il est toxique, t'as envie de rester avec lui. Mais en fait, j'ai l'impression qu'il jouait pas dans le même film que les autres. Et j'ai adoré, tu vois, sa voix très grave. Il y avait un sens du tempo un peu bizarre. J'avais l'impression en fait qu'il était dans un film, une sorte de comédie juive new-yorkaise avec des fantômes. Et cette proposition-là, je la trouve géniale, quoi. C'est un des personnages agréables du film et qui reste encore regardable, quoi. Enfin, moi, je peux pas dire non plus que ce soit un film insupportable à voir. Non, mais c'est son tempo que je trouve très moderne en fait pour les années 80, et je trouve que c'est une manière de jouer qui du coup est pas datée. Oui, puis peut-être c'est une figure du scientifique qui est un peu différente de ce qu'on voit dans les années 80 aussi. Parce que là, il est posé, il n'est pas forcément loufoque. Oui, c'est pas un fou. Voilà. Il y a le voisin, en fait, qui est de Sigourney Weaver, qui lui est l'acteur principal de Chérie, j'ai rétréci les gosses. Et donc, il va jouer cette figure du scientifique des années 80 ou début 90. Voilà, qui est excentrique, on va dire. Et tandis que le personnage joué par Harold Ramis l'est pas du tout. Il n'est pas excentrique, il est posé. Moi j'ai beaucoup aimé cette caractérisation-là avec un mec qui va dire des dingueries mais de manière posée. Je l'ai trouvé ultra crédible en fait. Et du coup j'aurais aimé avoir un film qu'avec lui. Moi je voudrais donner un conseil en tout cas à ceux qui veulent revoir Ghostbusters. C'est avoir quelque chose, boire du café, peut-être boire du Red Bull aussi. Gatorade, Monsters, il faut citer des marques pour le CSA qui est devenu l'ARCOM. Mais franchement, la deuxième moitié du film, elle est soporifique. C'est vraiment très très dur de rester éveillé. Moi, je crois que ça fait 2 fois que je le revois où je n'arrive plus en fait. Il y a un moment où je m'endors. Toute cette scène où l'immeuble de Sigourney Weaver devient l'antre du démon là. Il y a juste une scène un peu bizarre quand elle se fait happer par son canapé, qui la viole un peu, où tu fais c'est vraiment bizarre pour une comédie familiale d'avoir cette scène là qui dure pas très longtemps mais qui est un peu traumatisante, je trouve. Mais voilà, alors moi c'est le truc sympa des années 80, c'est qu'on mélange ça quand même, on n'hésite pas non plus à faire
à s'amuser à avoir peur. Donc là, il y a un côté un peu comme les contes pour enfants à l'origine. Oui, Où, c'est vrai. voilà, avant que Disney les édulcore, mais il y avait ce truc-là où on n'hésitait pas non plus à avoir des fins très cruelles, où on fait peur aux enfants quand même, et puis de la peur, il y a quelque chose quand même qui ressort, et les enfants sont pas forcément traumatisés. Voilà. Enfin, en tout cas, moi je trouvais ça pas traumatisant, on s'amuse à avoir peur comme dans beaucoup de films d'horreur. Moi, ce qui m'a traumatisé donc sur la fin, c'est vraiment la volonté aussi je pense du réalisateur de mettre en scène 4 mecs avec des guns laser qui défoncent, qui butent, qui bustent des fantômes, tu sais, en étant un peu fiers de leurs attributs. Avec ce côté, ils ont leurs uniformes, ils ont il y a un côté très militaire avec la foule qui les appelle et qui les encourage à aller buter on va dire du fantôme dans ce cas-là, mais ça pourrait être de l'inconnu, ça pourrait être de l'étranger, ça pourrait être... Et ça m'a vachement gêné, ce truc-là, en 2022. Et peut-être que j'en avais pas conscience dans les années 80, vu que je l'ai pas vu dans les années 80. Oui, alors là, il y a ce truc-là qui est... T'as pas eu ça un peu quand tu l'as revu ? C'est encore pire dans le deuxième, où en gros, à un moment, il y a l'intervention de la Statue de la Liberté, ils arrivent à l'animer grâce au slime et tout ça. Et donc, pour que le slime fasse bouger la Statue de la Liberté, ils ont besoin que tous les New-Yorkais communiquent leur amour de New York, un peu et comme l'expriment comme ça. Et ce qui se passe un peu à la fin du 1, où il y a cet effet de foule et tout ça, il faut... je sais pas, il y a un truc un petit peu de patriotisme un peu assez dégueulasse en fait. Et, pour aller faire la guerre, ce qu'ils connaissent pas. Et je trouve ça bizarre. À juste titre, les films de Michael Bay sont moqués pour leur patriotisme, avec le drapeau américain qui flotte au ralenti, etc. Et ce film Ghostbusters, il est vu quelque part avec bienveillance, comme un petit souvenir d'enfance des années 80 qui est sympathique, que des fois on met dans le souvenir presque au même niveau que Retour vers le futur ou les Goonies, etc. Mais pour moi, on n'est pas du tout au même niveau, et il y a un vieux fond quand même des États-Unis au-dessus de tout, des New-Yorkais peut-être au-dessus du reste des États-Unis aussi. Donc, c'est vraiment le New York vraiment au centre du monde. Et au-delà de ça, la scène est assez ridicule. Et on sent et c'est là, moi je trouve que ça dévoile toute l'intention du film, qui est pas de faire un film, mais qui est simplement de vendre des produits, de vendre une marque. Et c'est comme une longue pub en fait, ce film. En tout cas, je pense que c'est un film. Enfin, en le revoyant, j'ai eu cette impression de n'avoir rien vécu en fait dans le film. C'est tout sauf épique, et il y a pas il y a ni de montée ni de descente. En fait, il y a rien. Il y a un moment, on a une intro, on a un quart de film qui ressemble à quelque chose. Et puis après, en fait, plus rien, un générique, une foule de New York qui scande le nom des héros armés avec leurs petits costumes. Armés avec leurs petits costumes, leurs héros masculins qui vont croiser leurs effluves pour être les plus forts possibles. Donc quand même, y a ce petit côté un peu phallique aussi, on n'en parle pas beaucoup, mais bon, je sais pas pourquoi je dis petit côté, mais bon, c'est totalement phallique. C'est des mecs qui vont buster le phallus, quoi. Voilà, des mecs qui vont buster des fantômes à coups de bite, quoi, à coups de trick, comme on pourrait dire. Et voilà, moi je pense que c'est bien d'en parler, parce que effectivement il y a tout un héritage et toute une idéologie, le fait que ça soit repris par Stranger Things, que ça soit repris par un peu tout le monde en disant que c'était complètement anodin, je le trouve pas, et donc je suis content qu'on ait craché dessus. Je pense que le crachat a été plutôt bon, et nous on va vous donner rendez-vous pour un prochain épisode. Et puis, vous n'êtes pas obligé de le revoir, mais sinon, revoyez-le et n'hésitez pas à cracher dessus. J'ai craché sur votre enfance.